Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons, percutant, une analyse du concept de dressage de l'homme. Tout part de cette question. Une question choc, il faut bien dire. Comment est-ce qu'on peut expliquer une statistique aussi déséquilibrée? Pour essayer de comprendre, on va se pencher sur une théorie qui a fait couler beaucoup d'encre, celle d'Esther Villard, qui date de 1971. Attention, l'idée ici n'est pas de valider ou d'invalider, mais bien de décortiquer de manière neutre l'analyse qui en est faite, une analyse qui mêle psychologie, sociologie et même des chiffres bien d'aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi, au juste, cette fameuse thèse du dressage? Et voilà, la citation, elle est brute de décoffrage, on peut le dire. Elle pose les bases d'un système où un conditionnement carrément comparable à celui de Pavlov serait utilisé pour faire des hommes des serviteurs. C'est vraiment le cœur de l'argumentation. Alors on pourrait se dire, ok, c'est une théorie des années 70, mais l'analyse la raccroche à des données très récentes. Regardez ce chiffre. Aujourd'hui encore, les hommes assuraient 70% des heures de travail payées dans le monde. Pour les auteurs de cette analyse, c'est un indice que ces dynamiques pourraient en fait toujours être à l'œuvre. D'accord, mais pourquoi faire? Quel serait l'objectif final de tout ce conditionnement? Eh bien, la théorie est très claire là-dessus. La vision proposée est binaire, pour ne pas dire radicale. D'un côté, l'homme, qui est défini par une seule chose, son travail, sa production. De l'autre, la femme, définie par le fait qu'elle ne travaille pas ou alors juste pour un temps. C'est vraiment sur cette opposition fondamentale que tout le système serait bâti. Bon, mais concrètement, comment ça marcherait ce fameux dressage? L'analyse décompose ça en 5 méthodes bien précises. Le premier outil, c'est l'éloge, la flatterie. L'idée, c'est que ça agirait un peu comme une drogue. Ça crée une vraie dépendance à la validation. Conditionné dès le plus jeune âge, l'homme chercherait sans cesse cette approbation et le résultat, d'après les chiffres cités, serait une productivité qui grimpe de 15 à 20%. Deuxième méthode, encore plus directe, l'utilisation du sexe comme une récompense. Villard n'y va pas par 4 chemins, elle parle de prostitution légale. Et pour renforcer ce point, l'analyse sort une statistique assez folle. Plus des 3/4 des hommes lieraient leur motivation au travail au désir de se sentir digne de l'intimité. Troisième levier, ce que la théorie appelle l'autodépréciation. En gros, l'idée serait de feindre l'incompétence pour justifier une division des tâches où tout ce qui est jugé viril, c'est-à-dire difficile ou pénible, revient systématiquement à l'homme. Et une donnée de l'OCDE est utilisée pour illustrer ça. 90% des tâches comme les réparations ou la gestion des finances reviendraient aux hommes. Et là, on boucle la boucle avec notre question du début. Quatrième méthode, les bonnes manières, le fameux rôle de protecteur. Ce conditionnement social pousserait l'homme à se sacrifier, à mettre sa vie en danger. Et l'analyse fait un lien direct entre ça et le chiffre terrible des 95% de morts au travail. Et enfin, cinquième point, la répression émotionnelle. Le fameux « un garçon, ça ne pleure pas ». Une phrase qu'on a tous entendue. Elle est présentée ici comme un outil pour fabriquer un homme stoïque, coupé de sa propre sensibilité. Et cette coupure aurait un prix psychologique énorme, comme le doublement du risque de troubles anxieux à l'âge adulte. Ok, on a vu les 5 méthodes, mais quelles sont les conséquences de tout ça? Quel est le portrait robot de l'homme qui en résulterait? Ce chiffre, il est glaçant. Selon la source, le taux de suicide chez les hommes est 4 fois plus élevé. L'analyse le présente comme la conséquence ultime de la pression, du sacrifice et du silence accumulé. La théorie donne un nom à cet état, le robot conscient. C'est une idée assez paradoxale, un être super intelligent, capable de tout, mais qui, par pur conditionnement, se programmerait lui-même pour mettre toute son énergie au service de quelqu'un d'autre. Ce tableau résume parfaitement la mécanique de cause à effet. Chaque méthode de dressage entraîne une conséquence directe qui crée un cercle vicieux. L'éloge mène à la dépendance, le rôle de protecteur au risque de sa vie, la répression des émotions, à la solitude et à la douleur. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Y a-t-il une issue? L'analyse suggère quelques pistes pour, et je cite, « briser les chaînes ». Voilà les 4 pistes principales qui sont proposées. D'abord, refuser ce rôle de provider exclusif, de seul pourvoyeur de ressources. Ensuite, arrêter de lier sa propre valeur à sa productivité. Troisième point, crucial, se reconnecter à ses émotions, oser en parler. Et enfin, le plus large, essayer activement de changer les règles du jeu social. Et on termine sur cette question qui reste entière. La théorie d'Esther Villard, qui a été très critiquée, on le rappelle, peut paraître complètement datée, voire caricaturale. Mais en regardant les mécanismes et les chiffres que cette analyse met en avant,
on peut se demander, est-ce que c'est juste une archive poussiéreuse de 1971 ou est-ce que c'est un miroir, peut-être un peu déformant, mais qui reflète quand même quelque chose de notre époque? Le débat est ouvert.